En 2013, elles ont déferlé sur nos écrans en un gigantesque ouragan de glace, de robes pailletées et de chansons obsédantes. Elsa et Anna ont littéralement explosé le box-office et qu'on les adore ou qu'on les déteste, elles n'ont laissé personne indifférent. Mais la Reine des Neiges, à l'origine, est assez loin d'être une princesse sexy qui pousse la chansonnette en se trémoussant sous la neige. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, aujourd'hui on s'attaque au monstre sacré qu'est la Reine des Neiges. En l'espace de quelques semaines, ce conte un peu oublié, écrit en 1844 par Hans Christian Andersen, oui, c'est le papa de la petite sirène, est devenu un véritable phénomène planétaire incontournable. Alors je ne vais pas revenir sur les raisons de ce succès sans précédent ou sur les différents points du film qui au sein d'un discours politico-philosophique pourraient prêter à controverse, mais comme d'habitude je vais essayer de vous montrer ce qu'était la Reine des Neiges à l'origine et comment les différentes adaptations modernes s'en sont appropriées. Quand j'ai commencé à maîtriser la lecture, mon conte préféré c'était la Reine des Neiges parce que c'était le texte le plus long de mon livre d'histoire et qu'il me promettait de longs moments d'évasion. Et en effet le texte d'Andersen est plutôt long puisqu'il se déploie en 7 chapitres. Alors le producteur de la version Disney a avoué, je cite, « Il y a de la glace, il y a de la neige, il y a une reine, mais à part ça on s'éloigne un peu ». Et ma foi, il n'aurait pas pu mieux dire. De fait, le conte d'origine est quand même très éloigné de ce qu'on a fait Disney. C'est l'histoire de deux enfants, Kay et Gerda, qui sont amis, qui partagent une belle amitié, et leur relation va être mise à mal le jour où Kay reçoit dans le cœur et dans les yeux les éclats d'un miroir fabriqué par le diable, ce qui va l'empêcher de ressentir toute forme d'empathie ou de voir la beauté. Il va alors se plonger dans une existence purement logique et intellectuelle sans ressentir d'émotion, jusqu'au jour où la Reine des Neiges va l'emmener dans son palais de glace. Son amie Gerda, qui est une petite fille pugnace et courageuse, va se lancer dans un long périple jusque dans le Grand Nord pour trouver le palais de la Reine des Neiges et libérer son amie. En chemin, elle va être tour à tour aidée ou ralentie par des brigands, une princesse, des sorcières, mais encore des corneilles parlantes ou un renne. Bon, on va affiner un peu les propos du producteur, il y a tout de même plus en commun entre le film d'animation et le conte d'origine que de la neige et de la glace, notamment ce thème du voyage pour retrouver un être cher, et voyage qui n'est pas motivé par une idylle puisque Elsa et Anna sont sœurs et Kay et Gerda sont juste amies, il n'est fait aucune mention à une histoire d'amour entre les deux enfants. En revanche, il est vrai que la figure de la Reine des Neiges est diamétralement opposée d'une œuvre à l'autre. Si elle demeure un peu moins présente à l'écran que sa sœur Anna, Elsa n'en est pas moins un personnage très facilement reconnaissable par le public. Une bonne partie du film va s'attacher à construire cette image emblématique, notamment à travers des images de son enfance et de son adolescence, où l'accent est porté sur la montée en puissance de ses pouvoirs, sur sa non-maîtrise et sur le danger potentiel que cela représente. Tout est mis en place pour expliquer comment et pourquoi elle devient la Reine des Neiges. On peut éprouver de l'admiration, de la compassion pour elle, mais certainement pas de la peur, puisque aucun mystère n'est fait sur la nature de ses intentions. On sait très bien qu'elle n'est pas mauvaise, et que si elle blesse Anna, c'est purement involontaire. Tous les autres personnages la considèrent comme une sorcière, mais le spectateur, lui, sait qu'elle n'est pas l'antagoniste de l'histoire. Dans le conte de 1844, la figure de la Reine des Neiges est beaucoup plus sombre et un poil plus ambiguë. Au sein de l'univers imaginé par Andersen, elle est un être de légende et c'est la grand-mère de Gerda qui l'évoque au coin du feu quand elle raconte des histoires aux enfants. À ce moment-là, aucun jugement de valeur n'est porté sur elle pour la présenter, on ne dit pas qu'elle est bonne ou qu'elle est mauvaise, mais seulement qu'elle commande la neige et les flocons. Gerda demande alors si elle pourrait rentrer chez eux et Kay fanfaronne en disant que si elle se pointait à la porte de leur maison, il la mettrait sur une gazinière et il la ferait fondre. Ce petit garçon est très accueillant. Le soir même, le mythe va devenir réalité pour Kay puisqu'il va être confronté à la Reine des Neiges qui va apparaître devant lui, belle et gracieuse, mais de glace. Plus tard, après que Kay ait reçu les fragments de miroir diabolique dans le cœur et dans les yeux, elle viendra l'enlever pour l'emmener dans son palais de glace. Elle reste somme toute un personnage éthéré que l'on voit très peu. On parle beaucoup d'elle, mais en définitive elle n'apparaît que 3 fois dans le conte. On ne connaît ni son histoire ni ses intentions, ce qui la rend très mystérieuse et laisse le champ libre pour toutes les interprétations possibles. On a vu ce qu'en a fait Disney, un personnage globalement positif, même si elle ne maîtrise pas ses pouvoirs. Faut savoir que La Reine des Neiges est un projet de longue date chez Disney, maintes fois abandonné, maintes fois repris et maintes fois remanié. Et en fait à l'origine Elsa était censée être la méchante de l'histoire et cherchait volontairement à glacer le cœur de sa sœur. Et à ce moment-là, visuellement, elle était censée être brune et avoir les traits beaucoup plus marqués pour correspondre aux standards des antagonistes chez Disney.
D'autres adaptations, comme le dessin animé russe de Lev Atamanov, ont choisi d'en faire délibérément un personnage malfaisant. Dans cette version-là, c'est elle-même qui envoie les éclats de miroir pour glacer le cœur et les yeux de Kay, et c'est aussi elle qui pose les embûches sur la route de Gerda, alors que dans le conte, elle se débrouille très bien toute seule pour se mettre dans des mauvaises situations. Mais revenons-en à la Reine des Neiges d'origine. Elle est donc peu présente concrètement dans le conte et la scène où elle apparaît le plus longuement, c'est peut-être celle de l'enlèvement du petit Kay. Après avoir poussé l'enfant à accrocher sa luge sur son traîneau, elle l'entraîne dans une embardée folle à travers les paysages enneigés du Grand Nord. Alors que le petit garçon est sur le point de mourir de froid, elle lui donne 2 baisers. Le premier pour lui faire supporter la température et le second pour lui faire oublier son passé. Et elle prend quand même la peine de préciser qu'un 3e baiser le tuerait. Un traîneau, de la neige, une reine glaciale et un petit garçon un peu sous le charme, ça vous rappelle rien? Je ne peux personnellement pas m'empêcher de voir une analogie entre la Reine des Neiges classique et Jadis la sorcière blanche de Narnia. Pour moi, Jadis est clairement un avatar de la Reine des Neiges. C'est un être malsain et fascinant à la fois. Dans Le Neveu du magicien, elle est réveillée par Diggory et Polly qui font un petit peu penser au duo Kay-Gerda. D'ailleurs, Polly va être effrayée par Jadis alors que Diggory va plutôt être fasciné par elle, et c'est à peu de choses près les 2 positions que vont adopter Kay et Gerda face à la Reine des Neiges. Dans Le Lion, la sorcière blanche et l'armoire magique, elle apparaît à Edmund dans la même posture que la Reine des Neiges, paysage enneigé et traîneau à l'appui. Si la Reine des Neiges fait oublier son passé à Kay grâce à un baiser, Jadis, elle, ensorcelle Edmund avec du chocolat chaud et des loukoums. C'est vrai que pour ma part, quand je lis le conte d'Andersen, j'ai plutôt tendance à me représenter la Reine des Neiges à l'image de Jadis plutôt qu'à l'image d'Elsa. Alors s'il y a une adaptation qui fait bien le compromis entre les tendances plutôt positives ou négatives qu'on attribue à la Reine des Neiges selon les versions, c'est bien la série Once Upon a Time. Pour ceux qui suivent pas, cette série reprend les contes de fées et les fait tous intervenir dans le même univers, mais pour ça elle se base plutôt sur les versions Disney que sur les contes de fées classiques. Ainsi, dans la saison 4, où l'intrigue de la Reine des Neiges est transportée à Storybrooke, on retrouve bien Elsa et Anna, les personnages du dessin animé Disney, dans leurs rôles respectifs, mais on a également un nouveau protagoniste, Ingrid, qui est interprétée par la sublime Elizabeth Mitchell. Alors Ingrid, c'est la tante d'Elsa, et elle a aussi des pouvoirs de glace qu'elle maîtrise à la perfection. En essayant de détruire la ville pour vivre une histoire d'amour filial avec Elsa et Anna toutes seules, elle s'érige comme antagoniste principale de cette saison, et je trouve ça juste un peu dommage qu'on finisse par expliquer son penchant pour la méchanceté par des événements tragiques survenus dans son passé qui excusent tout et qui lui font vivre une sorte de rédemption dégoulinante de niaiserie. Mais bon, on peut pas tout avoir. Néanmoins, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que pour détruire la ville, Ingrid se sert d'un miroir ensorcelé dont les éclats biaisent la vue et les sentiments des autres personnages, et là, on retrouve le miroir présent dans le conte d'origine et qui était absent chez Disney, et ça c'est assez beau pour être souligné. Pour Andersen, le miroir revêt une importance particulière. En effet, tout le premier chapitre du conte est consacré à la fabrication, l'utilisation et la fragmentation de l'objet. Nulle Reine des Neiges à l'horizon de cet incipit, ce qui souligne si besoin est la place de choix qu'occupe le miroir dans l'économie du conte. Si vous avez vu l'épisode concernant La Belle et la Bête, si c'est pas le cas c'est par ici, sachez que ce miroir-là endosse un rôle totalement différent de celui que j'évoque au sujet de La Belle et la Bête. Ici, ce n'est pas l'image que l'on donne en société qui est au cœur du propos, mais plutôt le rapport au bien et au mal et la juste vision des choses. Dans la tradition nippone, le miroir permet la révélation de la vérité et de la pureté. Dans le même ordre d'idées, le souverain indo-bouddhique du royaume des morts, Yama, se sert d'un miroir du karma pour le jugement des âmes. L'utilisation taoïste du miroir est elle aussi parlante puisqu'elle permet de révéler la nature réelle des influences malfaisantes et en faisant ça les éloigne. Il est vrai que le miroir, en donnant une image inversée de la réalité, en tout cas dans les œuvres de fiction, permet un décalage symbolique qui sert souvent à montrer ce qui est caché. Alors les grands miroirs, vous savez, ça s'appelle des psychés, et la psychanalyse a permis, en mettant l'homme face à son propre reflet, de mettre en lumière toutes les zones enfouies, incomprises et ténébreuses de l'âme. Il n'est donc pas surprenant que ce soit les éclats d'un miroir qui aient fait surgir tous les mauvais côtés de Kay. Enfin, il est important de souligner l'analogie évidente entre la neige, la glace et le miroir qui a donc toute sa place dans une œuvre telle que La Reine des Neiges.
Nous venons donc de voir que la plupart des adaptations s'attachent, à tort ou à raison, à combler cette zone d'ombre que constitue l'histoire de la Reine des Neiges dans le conte. À chaque fois on développe une psychologie profonde pour ce personnage, ce qui fait qu'on a des Reines des Neiges toutes plus différentes les unes des autres en fonction des œuvres dans lesquelles elles se trouvent. Nous avons vu avec La Belle et la Bête combien les palais pouvaient en dire long sur les personnages qui les habitent, et ça marche aussi ici, ça va du palais glamour et grandiose d'Elsa, dont l'élaboration marque le point culminant de la construction du personnage, jusqu'à l'antre totalement glacial de jadis dans Narnia. C'est donc dans le palais de la Reine des Neiges que Gerda retrouve Kay, et elle ne va pas affronter la reine qui est absente à ce moment-là pour délivrer son amie, mais c'est son amour et ses larmes qui vont faire fondre ce cœur de glace. Mine de rien, nous avons là un conte innovant qui met à mal beaucoup de stéréotypes et de codes. Point de jouvencelle en détresse, ici c'est un garçon qu'il faut aller sauver et c'est une fille qui s'y colle. Andersen inverse là le schéma classique de la princesse en danger et de son pro-chevalier. Gerda est une petite fille extrêmement forte. En dépit des difficultés, pas une seule fois elle ne va songer à renoncer ou à faire demi-tour, et elle va passer la moitié du conte à pieds nus. Et on insiste beaucoup là-dessus, et pour moi c'est un signe de sa puissance. Les chaussures sont un symbole de liberté. Les esclaves dans l'Empire romain étaient pieds nus. Et d'ailleurs, la Reine des Neiges promet à Kay de lui offrir des chaussures et de le libérer le jour où il aura réussi à écrire le mot liberté avec des éclats de glace. Donc le fait que Gerda abandonne volontairement ses chaussures au début de son voyage et parvienne quand même au bout de son périple montre pour moi son incroyable capacité à dépasser sa condition et à aller au-delà de ce qu'elle était au début du conte. Au cours de son périple, elle va être aidée par de nombreux adjuvants qui sont tous des personnages féminins. On a la princesse, la fille des brigands, la laponne puis la finnoise dans leurs huttes respectives, la corneille qui est une femelle, c'est bien précisé. Disney prend le parti de mettre en lumière deux héroïnes, ce qui est quand même assez rare, mais fait le choix plutôt étrange de ne pas reprendre tous ces personnages secondaires féminins. Et c'est vrai qu'entre Hans, Christophe, Sven, Olaf, le vieux Pabi, etc., ça sent quand même fort la testostérone en Arendelle, et en définitive on n'a que 2 personnages féminins contre pas moins de 8 dans le conte d'origine. La princesse chez qui séjourne Gerda est elle aussi atypique dans la mesure où elle a choisi son mari en fonction de son intelligence. Elle ne voulait pas d'un bel époux, mais de quelqu'un avec qui elle pourrait avoir des conversations intéressantes toute sa vie. Pour ça, elle a organisé des sortes de rencontres où elle a pu discuter avec tous ses prétendants et voir avec lequel elle avait le plus de choses à partager. Dans l'univers des contes de fées, où la plupart des princesses tombent amoureuses dès le premier regard du prince, uniquement parce que c'est le prince du conte, il faut le dire, un mariage qui se construit sur des échanges intellectuels, c'est quand même beau. Comme la plupart des contes de fées, la Reine des Neiges présente un cheminement initiatique et c'est assez clair avec le voyage de Gerda. Elle est enfant le jour de son départ et quand elle revient avec Kay, au moment où elle passe la porte, on peut lire cette très jolie phrase « En passant la porte, ils s'aperçurent qu'ils étaient devenus des grandes personnes ». Dans cette optique, tout le récit engage à la progression. La première épreuve que subit Gerda, son séjour chez la gentille sorcière, est à lire un petit peu comme le séjour de Blanche-Neige chez les nains. C'est une période de latence protectrice dont il est nécessaire de sortir. Gerda se sent bien là-bas, mais si elle ne quitte pas ce confort, si elle ne se met pas un petit peu en danger, elle n'aura aucune chance de retrouver son amie Kay. Le conte s'attache à dénoncer les dangers de l'immobilisme à travers la thématique de la neige. Kay, en ayant le cœur glacé, est figé et ne peut évoluer, ce qui signe son arrêt de mort. Mort physique puisqu'il est sur le point de mourir de froid quand Gerda le retrouve, et mort spirituelle puisque, à la ville, tout le monde le considère comme mort et personne ne cherche à le retrouver. Dans le même ordre d'idées, l'hiver est synonyme de mort en Arendelle, d'où l'urgence de retrouver Elsa, tout comme l'immobilisme de la neige fige Narnia et la condamne. Néanmoins, la toute dernière phrase du conte mitige un petit peu cet impératif d'évolution. Ils avaient grandi et cependant, ils étaient encore enfants, enfants par le cœur. Avec cette fin, Andersen nous indique qu'il est certes nécessaire de grandir, mais qu'il ne faut pas couper les liens avec l'enfance fondatrice si l'on veut trouver le bonheur. Pour ma part, La Reine des Neiges est un conte qui a une place particulière dans mon cœur. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je l'ai beaucoup lu étant enfant parce que je le trouvais très long à l'époque et pour moi c'était un peu un défi de lecture et puis ça me permettait de ne pas m'ennuyer pendant quand même de longs moments. J'ai toujours l'impression de découvrir de nouveaux sens quand je le lis et j'adore toutes les histoires secondaires qui renferment beaucoup de choses selon moi et je suis toujours fascinée par cette image de la Reine des Neiges très mystérieuse et je suis contente
que le conte n'explique pas vraiment qui elle est et pourquoi elle est comme ça, puisque ça laisse toute la place à l'imaginaire et c'est vraiment chouette. Pour ce qui est du Disney, je vous cache pas que j'ai moi aussi succombé au phénomène, hein. J'ai appelé mon chat Elsa, j'ai Let It Go en sonnerie de réveil. J'ai beau l'avoir vu des dizaines de fois, quand je l'ai visionné à nouveau pour préparer cette vidéo, j'ai eu un sourire béat tout le long. C'est un film d'animation qui a quelques défauts, qui se laisse aller à quelques facilités et qui n'a plus grand chose à voir avec le conte d'origine, mais malgré tout ça, je l'aime beaucoup. J'ai aussi évoqué l'adaptation russe de Lev Atamanov, et alors celle-là, elle est très fidèle au conte d'origine, on suit assez fidèlement la trame écrite par Andersen, néanmoins l'animation est moche, mais genre vraiment très moche. Pour ne vous montrer qu'un passage, voici le renne qui court, et il fait des choses absolument improbables avec ses pattes, je me demande comment ils ont fait pour arriver à un truc pareil, mais voilà, tout le film est visuellement de cet ordre-là, et j'ai pas tenté la version russe, mais en français, les doublages sont très foireux. On a l'impression que tous les personnages sont sous acide et franchement ça nuit beaucoup au plaisir que l'on peut prendre en regardant le dessin animé. Donc si jamais vous avez envie de vous plonger dans l'histoire d'origine, lisez le conte, ce sera beaucoup plus agréable, honnêtement. Et voilà, il est temps pour moi de clore cette vidéo. Comme d'habitude, vous avez toutes les références utiles en barre d'infos, notamment les articles qui m'ont servi à préparer cette vidéo, même si là il y en a un peu moins que pour La Belle et la Bête. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, d'ailleurs on a passé la barre des 200 mentions j'aime sur la page Facebook, et ça c'est assez énorme pour moi, donc je vous dis merci. Vous pouvez me retrouver sur le blog aussi comme toujours, n'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire, à vous abonner si vous aimez mes vidéos, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sera très certainement une brève.